Alors je t'apprends rien de nouveau, le monde du développement évolue très vite, chaque jour de nouvelles technos apparaissent, tu as des librairies qui en remplacent d'autres, des nouveaux frameworks qui éclipsent ceux d'hier, et sur YouTube, sur Twitter, etc., souvent le contenu qui génère le plus de vues sont généralement du contenu qui parle justement de ces nouveautés. Le nouvel IDE à la mode, Cursor, le nouveau runtime tendance, que ce soit Bun, Deno, etc. La dernière release d'un framework et ça marche bien. Pourquoi? Car beaucoup de développeurs tombent dans le syndrome du shiny object, l'objet brillant, toujours donc à la recherche de nouveautés et c'est compréhensible en tant que développeur. Eh bien, on a toujours peur de rater quelque chose. Mais personnellement, je me concentre pas là-dessus. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est plutôt les concepts qui durent, les concepts stables, profonds et fondamentaux. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est l'effet Lindy. L'effet Lindy, c'est un concept simple qui dit que plus une chose a duré longtemps, plus elle a de chances de durer encore. En d'autres termes, ce qui a traversé l'épreuve du temps est souvent plus robuste et plus durable. Si tu prends par exemple l'invention de la roue, c'est quelque chose qui a plusieurs centaines voire milliers d'années, mais il y a plus de chances que ça dure dans le temps comparé à quelque chose qui a été inventé il y a quelques mois. Et bien pour les nouvelles technologies, c'est pareil. Les nouvelles technologies qui viennent d'apparaître ont statistiquement plus de chances de disparaître rapidement. Si tu prends par exemple l'exemple de Node.js, eh bien Node.js, ça a plus de chances de résister, de durer dans le temps face à Deno, à Bun, etc. Si tu prends les IDE, VS Code a plus de chances de durer face à Cursor, etc. Et dans mes contenus, eh bien, tu ne verras pas ce genre de sujet. Pourquoi? Parce que je suis pas là pour te faire des news à la PPDA. Je veux dire, il y a Twitter pour ça. Si tu veux des news sur les dernières petites librairies qui viennent de sortir ou les dernières tendances, il y a Twitter pour ça. Et pour moi, tout ça, c'est du bruit. Et le bruit, en fait, ça pollue. Et comme tu le sais, ça fait plus de 15 ans que je suis développeur full stack. J'en ai vu des technologies prometteuses apparaître et disparaître. On est passé de la mode du PHP au Java, du Java au Scala, du JS au TypeScript, de l'Angular à React, de Firebase à je sais pas, à AWS, à Upright maintenant, une nouvelle plateforme. Bref, on passera même probablement de Next à probablement un autre framework. C'est inévitable. Et je te dis ça alors que je sors une formation Next la semaine prochaine. Alors oui, les technos évoluent, mais il y a bien quelque chose qui reste constant depuis de très nombreuses années. Ce sont les fondamentaux qui sous-tendent en fait les concepts de développement full stack. Et ces concepts, eh bien en fait, ils sont beaucoup plus importants que les tendances. Je veux dire, un bon développeur full stack aura pas peur d'un nouveau framework, d'une nouvelle DB, d'un nouvel ORM, d'un nouveau service d'authentification, etc. Donc tu l'auras compris, l'importance des concepts full stack durables. Maintenant que tu as compris ça, je vais te partager 5 idées de projets full stack. Des projets que tu vas pouvoir faire avec Next par exemple ou autre, c'est tout à fait pareil. Alors des projets qui vont te permettre de réellement toucher du doigt des concepts fondamentaux de développement full stack, au-delà de faire une simple insertion en base de données avec Firebase et Prisma. Je te renvoie à la vidéo d'il y a 1 ou 2 semaines. Donc on va monter tranquillement en complexité, donc reste jusqu'au bout de la vidéo puisque on va y aller crescendo. Allez, le premier projet que tu peux faire pour toucher un petit peu du doigt le développement full stack, c'est une to-do list full stack, un CRUD simple avec accès en base de données légère peut-être pour commencer. Alors ici on va revenir aux bases, on va faire un CRUD sur une base de données. Alors je sais, tout le monde va me dire, tout le monde a déjà fait une to-do list, mais l'idée ici c'est de faire une to-do list full stack, par exemple avec Next. Tu peux utiliser V0, Vercel, machin, tu génères en gros tes écrans rapidement, sans perdre de temps, et tu installes peut-être une petite base de données embarquée, type LowDB, PushDB ou SQLite, histoire d'avoir une petite base de données. Tu modélises un petit peu tes données, histoire d'avoir quelques relations, un user, une to-do, etc. Et tu gères ça correctement. Tu fais un CRUD, donc Create, Read, Update, Delete. C'est la base, je sais, mais c'est nécessaire pour avancer. Si tu veux rentrer dans le monde du dev full stack, il faut avoir fait ce genre de petits projets. Deuxième type de projet que tu peux faire un blog avec gestion des utilisateurs, avec de l'authentification, de l'autorisation. Alors maintenant, on va ajouter un petit peu de logique métier par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Eh bien, par exemple, un blog avec des utilisateurs qui peuvent s'inscrire, se connecter, créer des articles, etc. L'authentification, eh bien, ça va te permettre, par exemple, de protéger certaines ressources, par exemple, en fonction des rôles. En termes de techno, toujours pareil,
Sur le front, bah, tu génères ça avec V0 ou tu te fais tes propres écrans avec des librairies, les librairies que tu aimes bien. Base de données, bah, toujours SQLite, tu peux peut-être modéliser un peu comme ça, user, post, etc. Et pour l'authentification, là on va monter un petit peu, on va rajouter une petite couche d'authentification. Et bien pas besoin de te créer une authentification hyper complexe. Ce que tu fais, tu génères un token JWT, tu le stockes dans les cookies et après le but du jeu c'est que tu le décodes en fait côté back-end pour gérer ce qu'on appelle une session, et avec cette session eh bien tu vas pouvoir gérer les rôles et en gros protéger des routes, etc. Alors c'est pas un projet qui est destiné à aller en production, mais ça te permet de t'entraîner, ça fait largement l'affaire pour comprendre un petit peu comme ça le système de session, comment je décode, comment je protège des routes, comment je sais qu'un utilisateur est authentifié, etc. Donc on rajoute un petit peu plus de logique à l'intérieur de notre application. Allez, troisième type d'application, là tu peux faire une application réelle, une vraie application, c'est-à-dire une application qui ira en production, qui sera déployée avec de l'authentification toujours, et tu peux y ajouter des règles métiers. Par exemple, l'objectif ici c'est plus de faire un mumuse, s'amuser, parce que je vois beaucoup de développeurs qui s'amusent, qui testent énormément de choses, mais ça part jamais en production, c'est jamais en ligne. Et c'est important d'apprendre à aller jusqu'au bout, à déployer des applications jusqu'en production, parce que parfois les 10 derniers %, c'est là qu'on se rend compte que, eh bien, il y a plein de problèmes. Tu peux utiliser cette fois-ci une vraie authentification. Là, tu peux utiliser un service comme Clair, que tu peux utiliser NextAuth comme librairie, tu peux utiliser Auth0, AWS, etc. Pour les bases de données, cette fois-ci, tu peux prendre quelque chose de plus costaud, peut-être un MySQL, un PostgreSQL, etc. Et cette fois-ci, eh bien, tu peux modéliser un petit peu plus tes données. Donc là, tu modélises des données un peu plus complexes et tu rajoutes un petit peu des règles d'autorisation, des règles métiers, etc. Alors, si tu n'as pas d'idée sur les règles métiers, souvent on me dit, mais qu'est-ce que je peux mettre comme règles métiers, comme logique business dans mon application? Moi, je ne comprends pas, j'ai juste envie d'insérer des données, je ne comprends pas c'est quoi l'intérêt d'avoir une logique métier. Eh bien, tu peux peut-être penser, par exemple, à d'avoir une vision un peu WordPress, c'est-à-dire dans le sens où tu as toujours des utilisateurs qui ont accès à certaines fonctionnalités sur le front office, sur ce qui est accessible à tout le monde, sur la partie publique, et tu as certaines fonctionnalités qui sont réservées, par exemple, aux admins avec des écrans particuliers, des règles particulières, des fonctionnalités particulières. Par exemple, le fait de réinitialiser un mot de passe pour un admin, ben, ça peut être réservé qu'à un admin, etc., etc. Donc, si tu ne sais pas trop quoi implémenter, essaye d'aller vers ce type d'application où, en gros, tu as différents rôles au sein de ton application avec des règles métiers un petit peu plus complexes. Ensuite, quatrième type de projet que tu peux faire pour toucher un petit peu plus du doigt ce que c'est que les applications full stack, c'est de te faire, ça pourrait être un SaaS par exemple, un petit peu plus complexe. Ouais, inventer une marketplace d'achat, revente, un petit peu dans ce style-là par exemple. Alors là, on monte un petit peu plus en complexité avec un SaaS un petit peu plus poussé. Là, typiquement, on pourrait reprendre tous les concepts précédents, mais pour le coup, là, tu es sur une application un peu plus costaud, donc du coup, un peu plus de règles métiers, un peu plus d'entités, ce qui veut dire que peut-être tu auras beaucoup plus de tables dans ton modèle, et à partir de là, eh bien, si tu as plus de tables dans ton modèle, il y a plus d'entités à gérer, eh bien, tu peux commencer par exemple à y introduire une couche de persistance, une couche ORM, Object Relation Mapping. Tu peux utiliser pour ça du Prisma, du Drizzle, du TypeORM, il y en a Sequelize, enfin, il y en a pas mal qui permet avec JavaScript de gérer tout ça. Maintenant, vu qu'on est dans une application un petit peu plus complexe, type marketplace, peut-être que tu peux commencer à y introduire un peu des notions de transactionnel. Tu essayes de faire des transactions. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est une transaction. Une transaction, au sens base de données relationnelle, c'est un ensemble d'opérations qui, soit elles passent toutes, ou soit elles sont toutes rollback, elles sont toutes annulées. Typiquement, je ne sais pas si tu as un SaaS, comme je disais, une marketplace. Eh bien, par exemple, si tu as une transaction entre un utilisateur, c'est je débite un utilisateur, je mets à jour le stock et je crédite un utilisateur. Si dans ce process, eh bien, il y a une erreur en plein milieu, ce qui peut arriver à tout moment, eh bien, l'idée, c'est de ne pas se retrouver dans un état instable. Et soit tu as fait les 3 opérations d'un coup, soit s'il y a un problème, bah, tu as tout rollback et en gros, tu n'as pas modifié. L'idée, c'est d'avoir des données qui soient consistantes, où il n'y a pas de problème à l'intérieur. Alors, ensuite, tu peux faire quoi? Eh bien, tu peux intégrer un système de paiement comme Stripe aussi, par exemple. Donc là, ça va te permettre d'ajouter un petit peu de complexité, de toucher un peu à tout ce qui est paiement. Ça va te permettre un peu de monter d'un niveau. Donc, c'est un excellent projet
pour avancer encore. Là, si tu es capable de faire ce type de projet, un projet un petit peu plus complexe du type SaaS, là déjà, tu es bien avancé dans le développement full stack. Allez, 5e type de projet full stack que tu peux faire. Là, c'est des applications un petit peu plus orientées entreprise. Alors, c'est quoi une application entreprise? C'est une application généralement qui s'intègre au sein d'un SI. Un SI, c'est un système d'information. Probablement que dans un système d'information, tu as souvent, parfois ils ont leur propre système d'authentification interne, par exemple, et du coup, ils ont peut-être un SSO, quelque chose comme ça. Donc, on va te filer un token. Ce token, eh bien, tu vas devoir gérer les sessions, comment ça marche, comment je décode, etc. Donc, que je puisse me loguer, je puisse identifier mon utilisateur au sein de mon application, j'ai du mal. Tu peux avoir aussi des appels à des services existants. Typiquement, quand tu es au sein d'un système d'information, peut-être que tu vas appeler un service d'authentification et puis tu vas récupérer des users. Peut-être que tu vas appeler un service de report. Peut-être que tu vas appeler un CRM, un ERP, enfin peu importe. L'idée, c'est que tu fasses une application comme ça qui est capable de toucher un petit peu à tout, de taper dans différents services. C'est une application forcément qui aura sa propre logique métier. Et métier complexe. Ça veut dire que ici, essaye de te dire, je fais une application qui a un cœur business vraiment au-delà de la simple validation de données, de la simple gestion des accès. Là, tu te dis, par exemple, si tu fais une application type pour les comptables, eh bien, j'ai des business rules qui sont liés à la comptabilité. Ou si tu te dis, je me fais une application de type, bancaire, je me fais des règles business qui gèrent le bancaire, que ce soit de l'assurance vie, que ce soit autre chose, etc. Si tu fais une application de gestion de stock, et d'entrepôt, tu gères en fait la logique métier associée à ce business model. Donc ça, c'est très important. Aussi, sur ce type d'application, essaye d'avoir un ORM un peu avancé et surtout sur un ORM comme ça, c'est important d'être capable de bien gérer les migrations avec son ORM. Le truc que je vois souvent, c'est les développeurs, ils font des belles applications, ils les mettent en production, c'est génial, bravo, on est heureux. Et puis après, c'est le bordel. On ne sait plus comment faire. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais en base de données, je fais, je fais un déploiement, ça ne marche plus, machin, qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand tu déploies une application complexe, un ORM, c'est ce qui va mapper ton code et une base de données relationnelle ou autre. Si ce n'est pas en phase, ça ne démarre pas, ça bug, ça fout le bordel. Donc, il faut toujours que les deux soient en phase. Et pour ça, il faut que tu sois capable de gérer les migrations proprement. Tu es en version 1.3 en production. Comment je développe déjà ma 1.3 point quelque chose en local chez moi, mais une fois que tout est bon, comment en fait en production, je passe de la 1.3 à la 1.4 de manière fiable, sûre et que ça ne détruise pas mes données, que je ne perde pas mes données, que je ne reparte pas d'un modèle tout neuf à chaque fois. Donc ça, c'est des choses hyper importantes quand tu fais des applications en production. Alors même si tu gères un SaaS aussi perso, mais moi je vois les gens qui font des SaaS perso, souvent ils ont leur base de données et puis après ils disent oh merde ça bug, je me connecte, je rajoute la colonne, je rajoute la contrainte. Ça c'est marrant quand on fait un petit SaaS comme ça à la mano pour s'amuser, mais si tu bosses sur une application entreprise, il faut que tu aies des process clairs, il faut que tu saches gérer en fait ce genre de choses. Ça se fait pas comme ça à l'arrache, ça se fait pas un peu si ça pète, gérer, corriger en production. C'est surtout pas comme ça qu'on fait. Ensuite, tu dois savoir gérer aussi peut-être tout ce qui est un peu, tu sais, le fait d'appeler des queues, des piles, alors dans le monde de Java, il y avait tout ce qui était ActiveMQ. Tu as aussi le protocole AMQP qui permet en fait de lire dans une file et d'envoyer un message dans une file. C'est de l'asynchrone, c'est des choses qu'on doit gérer. Ça se fait beaucoup dans les applications temps réel, etc. Tu dois aussi savoir peut-être gérer du login avancé avec Winston, avec Pinot, parce que souvent, les développeurs ils se contentent de faire un console.log et console.error et puis après, ils se connectent sur la plateforme et ils se débrouillent tant qu'ils peuvent pour essayer de récupérer le truc. Non, dans les applications entreprises, tout est bien cadré, tout est bien carré, c'est important de savoir faire ça. Il faut peut-être avoir un système externalisé, comment je gère mes logs dans des logs ou comment j'envoie ça vers un service externe, comme peut-être Logly, tu as aussi des services comme Datalog, etc. pour le monitoring. Bref, les applications entreprises sont clairement des applications plus complexes qui vont au-delà de ton SaaS que tu as probablement fait pour t'amuser. Donc c'est important de comprendre qu'il y a des niveaux
d'applications. Et comme je te disais, être développeur full stack, c'est pas simplement je crée un React Server Component, j'appelle un serveur action qui lui va appeler un Prisma ou je sais pas quoi et qui va insérer des données. Ça, c'est du niveau tout en haut, de la CRUD to-do list, ce niveau-là. Alors, si tu veux vraiment devenir développeur full stack, tu dois aller au-delà de ce que tu vois à l'écran. Je veux dire, tu peux très bien te créer une to-do list et dire bah ça fonctionne. Alors, tu te crées une to-do list, ça fonctionne, mais on reste encore dans la to-do list du niveau 1, alors que tu peux réaliser la même to-do list tout en respectant les standards d'une application entreprise. Si tu prends Trello par exemple, Trello c'est une simple to-do list, eh bien tu imagines bien derrière que c'est une application qui respecte les standards entreprise. Pourquoi ? Ça a été racheté par Altasian et ceux qui possèdent Jira, etc. Bref, on n'est pas dans une application qui fait un simple CRUD derrière. Donc maintenant, tu vois un petit peu tous les différents niveaux de complexité des applications full stack. Tu n'as pas toujours besoin de développer une application complexe du niveau entreprise. Tout va dépendre de ton objectif. Je ne suis pas là en train de dire, là demain tu as un petit POC à faire, sors l'artillerie lourde, sors l'usine à gaz. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je dis juste que ça va dépendre de ton objectif. Je veux dire, si tu es encore en phase d'apprentissage, la petite to-do list où tu fais un CRUD en base de données, bon, ça fonctionne, je veux dire, si tu es en phase d'apprentissage. Maintenant, si tu es dans une boîte et qu'on te demande, bon, bah là, on a besoin de faire un petit POC, un Proof of Concept, bon, ça peut nécessiter un peu de flexibilité sans trop non plus de complexité. Donc, tu peux être un peu plus flexible. Ensuite, si on demande d'aller plus loin et de faire un MVP, Minimum Viable Product, alors tu n'as peut-être pas besoin d'une architecture ultra poussée, très complexe dès le départ. Tu fais un MVP. Tu n'es pas là pour sortir l'architecture aux petits oignons, mais quand même, il faut quand même que ton MVP il soit sécurisé et que tu puisses pas foutre le bordel dès le départ. Donc c'est important. Pareil, si tu lances ton propre SaaS, alors tu vas peut-être pas faire forcément une application de type entreprise bancaire, mais quand même, tu lances ton propre SaaS, il faut que tu aies une application qui ait quand même de la rigueur, un minimum de rigueur, sans forcément avoir du logging, du monitoring, des fils MQ et des choses comme ça. Mais on est quand même, si tu lances un SaaS et si tu comptes en vivre, il faut que ça soit quelque chose d'assez costaud quand même. Et maintenant, je dirais, et si tu cherches aussi un poste de développeur full stack dans une grande entreprise, eh bien là, les exigences, bien sûr, elles seront encore plus élevées qu'un simple SaaS personnel. Forcément, si tu travailles dans une entreprise, tu travailles dans une banque, tu travailles dans le retail, voilà, forcément, on va être quand même dans un niveau de complexité qui va être au-delà de ce qu'on a vu précédemment. Alors moi personnellement j'ai développé à peu près à tous les niveaux, que ce soit un petit SaaS ou une application entreprise. Et bien la clé là-dedans c'est de comprendre l'architecture logicielle full stack. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu as compris l'architecture logicielle full stack, et bien après tu décides au cas par cas quelle brique tu gardes, quelle brique tu implémentes et quelle brique tu implémenteras peut-être plus tard. Je veux dire, tu peux arriver dans une boîte où on va dire est-ce qu'on va utiliser un AppWrite ? Est-ce qu'on va utiliser des lambda AWS pour gérer notre SaaS ? Ou peut-être qu'on va tout gérer en interne. Bon, ça, c'est des choix stratégiques, parfois qui ne te concernent même pas, en fait. Et toi, en tant que développeur full stack, ton rôle, en fait, c'est d'avoir une vision globale de c'est quoi être développeur full stack et d'adapter ton architecture, en fait, aux besoins et aux environnements. Si toi, tu développes ton produit ou si tu es dans une startup ou si tu es dans une banque, eh bien, ça ne sera pas le même type de demande. Il n'y a pas une architecture unique. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai conçu ma nouvelle formation full stack avec Next. Elle repose sur une méthode que j'ai appelée IPC. Alors, c'est quoi IPC ? I, c'est isolation des concepts. L'idée, c'est d'isoler les concepts. Alors, les concepts qui sont liés au front, les concepts qui sont liés à React, les concepts qui sont liés à Next, les concepts qui sont liés à l'autorisation, à l'authentification, au RBAC, au access control, etc., etc. Ensuite, isoler les concepts liés à la persistance, à l'ORM, etc. Isoler les concepts liés à la logique métier, la logique business, etc. Vraiment isoler chaque concept un par un. Ensuite, P, ça veut dire pratiquer ces concepts de manière isolée. L'idée, c'est que tu prends une application full stack, entreprise, tu l'ouvres comme ça, tu la regardes,
tu fais une crise cardiaque, tu comprends pas tellement c'est à quoi ça sert tout ça. Eh bien, l'idée d'isoler et de pratiquer, ça te permet d'enlever tout le bordel qu'il y a autour d'un concept et de bien aller au fond des choses pour que tu t'imprègnes de ce concept. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et enfin, le C, c'est composer les concepts. Ça veut dire qu'une fois que tu as compris tous les concepts d'une architecture full stack, eh bien, c'est toi qui décides. Je veux dire, il n'y a pas une seule architecture valide. Je ne vais pas arriver en te disant, voilà, c'est ça une architecture en 2023, en 2024 et en 2025 et en 2026. Il n'y a pas une seule architecture valide. Une bonne architecture, c'est une architecture qui doit rester flexible et adaptable. Et ce que tu utilises aujourd'hui pour faire un POC ou un MVP, eh bien, ça sera complètement différent d'une application entreprise. Et même si tu développes des applications entreprises, eh bien, chez Crédit Agricole, eh bien, c'est pas pareil que chez Google et c'est pas pareil que chez Facebook et c'est pas pareil que chez Meta ou je sais pas quoi. Chaque boîte a la liberté d'avoir sa propre architecture logicielle. Tout le monde adapte à ses besoins. Eh bien, ma nouvelle formation Full Stack va te donner en fait les fondamentaux qui vont te permettre de durer à travers le temps. Alors bien sûr qu'on verra Next en long, en large et en travers. On verra Next de A à Z, c'est pas le souci. Mais les concepts que tu vas acquérir te permettront surtout derrière d'être ultra modulaire. Ça veut dire que tu auras une vision full stack, tu auras une bonne vision développeur full stack. Et si on te dit, parfois on me dit, ouais, moi j'ai vu un post, j'avais tous les items, mais il manquait un item, il y avait React, il y avait ceci, mais il me manquait un truc, oh, j'ose pas postuler. Non, quand tu es un développeur full stack, si on te dit, chez nous par exemple, c'est pas du Postgre, c'est du MySQL, bon, tu t'adaptes sans problème. Tu as tous les concepts clés, tu enlèves une brique par une autre. Voilà, c'est pas la fin du monde. Si on te dit, nous, notre ORM, c'est pas du Drizzle, eh bien, c'est du Prisma, pareil, tu seras pas perdu. Tu adaptes Drizzle, Prisma, l'ORM, c'est de l'ORM. Y a pas de, tu peux passer d'Hibernate à n'importe quel autre ORM, il n'y a pas de souci. Si on te dit, non, chez nous, c'est pas du Nexthost, c'est du Clerk, bon, pareil, c'est pas un problème. Je veux dire, tu as une vision full stack. Écoute, il y a une petite brique que tu intervertis avec une autre. C'est pas la fin du monde. Si on te dit chez nous, il n'y a pas de base de données, chez nous, on n'utilise que des services externes, eh bien, tu t'adaptes. Et je vais même aller plus loin. Si on te dit chez nous, eh bien, on n'utilise pas Next, on utilise Remix, on est passé à Remix comme OpenAI, tu vois, ils sont passés de Next à Remix, eh bien, même si on te dit ça, eh bien, en vrai, tu seras même pas perdu. Je t'apprends pas un outil, je t'apprends un métier, celui de développeur full stack. Alors, ma nouvelle formation full stack qui va arriver la semaine prochaine est conçue justement pour être le plus lindy possible. Ça veut dire qu'elle se concentre sur des concepts qui durent dans le temps, plutôt que de te montrer la dernière petite librairie à la mode qui aura probablement disparu dans 6 mois. Arrête de courir derrière les petites tendances et focus-toi sur de l'apprentissage et des concepts profonds. C'est ce qui fera la différence à long terme. Et je terminerai sur ce petit proverbe, tu l'as peut-être déjà entendu, je te l'ai déjà sorti. Est-ce que tu veux que je te donne du poisson ou est-ce que tu veux que je t'apprenne à pêcher ? C'est toi qui vois. La formation sort la semaine prochaine. Alors n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter dans la description. Je t'enverrai toutes les informations d'ici là. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine.